adventure. Bonjour à tous, si vous vous demandiez qu'est-ce qu'il y a de pire que la bactérie mangeuse de chair, ce coussin vient de répondre à votre question. Je suis avec vous pour vous parler du D23. Le D23, c'est cette grande célébration menée par le studio Disney au cours de laquelle l'entreprise dévoile sur scène, mais notamment via les réseaux sociaux, via le World Wide Web, son programme, ses séries, ses longs métrages, ses films d'animation à venir pour les mois et éventuellement les années qui s'annoncent. Eh bien, on avait vraiment envie de l'analyser parce que tout simplement, ce qu'on a remarqué, comme beaucoup de gens, au cours de ces quelques jours d'annonce, c'était, on va dire, une quasi-absence du cinéma, du grand écran. Alors, on pourrait se dire, à première vue, que ça signifie que définitivement, Disney est sur le point d'abandonner les salles obscures, mais à bien y regarder, c'est plus compliqué que ça. Il y a quelques semaines, le 11 août 2022 pour être précis, Disney a annoncé être passé devant Netflix et être devenu la plus grosse plateforme mondiale de SVOD avec quelques 221 millions d'abonnés. Alors on pourrait se dire c'est une victoire totale, mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que malgré ces chiffres délirants, malgré les centaines de millions de dollars que le studio engrange du fait de cette situation chaque mois, eh bien malgré ça, le studio a très officiellement annoncé qu'il n'estimait pas pouvoir être rentable avant au plus tôt le troisième trimestre 2024. C'est dire à quel point l'entreprise Disney a besoin de nourrir la bête, d'amener du matos, d'amener des produits, d'amener des licences, d'amener des marques sur sa plateforme qui vont être capables à la fois de garder captifs les usagers qui sont déjà chez Disney, mais aussi d'en attirer de nouveaux. Et donc pour ça, comme je vous le disais, il faut beaucoup de matos. Quand bien même les œuvres dont je m'apprête à vous parler n'ont pas été dévoilées ou officialisées à l'occasion du D23, les voir toutes rassemblées en un même lieu avait quelque chose de vertigineux, tant le studio s'est lancé dans la franchisation à tout crin. On avait l'impression d'être dans une espèce de buffet garni complètement délirant, c'était assez incroyable, et pour cause, le studio est en train de démultiplier sa quantité de franchises et en train de transformer en marque à peu près tout. Ça va d'œuvres qui étaient, on va dire, très prestigieuses, comme Vice Versa, qui va avoir un Vice Versa 2. Ça va du côté aussi de production qui était, on va dire, si j'ose dire, juste très populaire, comme par exemple Benjamin Gates, qui va être décliné dans une espèce de série qui est mi-suite, mi-spin-off, mi-reboot, mais aussi une gamme de déclinaisons qu'on pourrait qualifier comme la grande collection des AVC des années 90, où on retrouve donc une suite en série à Willow, où on retrouve également Hocus Pocus 2, voilà, hein. Désolé sorcières, c'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent, et puis bien sûr, Super Noël 4 qui est là pour nous rappeler que les rêves vont mourir quelque part, c'est manifestement chez Disney+, et vraiment d'un gros cancer métastasé. En tout cas, je suis pas là, évidemment, malgré ces quelques vannes, pour taper sur ces abominations, sur ces productions, sur ces propositions. Non, uniquement pour noter que le studio fait absolument feu de tout bois, notamment parce que tout ce que je viens de vous citer, encore une fois, arrive sur Disney+. Et c'est le moment aussi un petit peu de parler de l'importance qu'avait Star Wars dans la présentation du D23 et en général dans le dispositif Disney parce que c'est très particulier ce qui se passe de ce côté-là. Rappelez-vous, il y a quelques années, Disney se lançait dans le défi impossible, incroyable, invraisemblable de proposer une nouvelle trilogie Skywalker. Le résultat fut comme de croiser ses parents dans un club échangiste, à savoir dispensable, inutile et globalement gênant. Pour autant, Disney n'a évidemment pas abandonné Star Wars, la licence suprême parmi toutes celles que possède le studio. Preuve en est, on va dire, un front nourri de séries qui se sont démultipliées depuis la première d'entre elles, Le Mandalorian, qui a d'ailleurs dévoilé la bande-annonce de sa 3e saison à l'occasion du D23. De Bad Batch, de Endor, de Tales of the Jedi, à moult autres propositions, il est indiscutable que les univers Star Wars, car c'est presque ainsi qu'il faut, je pense, les appréhender quand on parle en termes de production, les univers Star Wars sont déclinés massivement, avec, on va dire, des formes et des types de projets eux-mêmes très différents et très distincts les uns des autres. Certains qui vont s'intéresser plus aux gosses, aux jeunes, aux ados, d'autres qui vont parler, en tout cas qui ont l'ambition de parler plus spécifiquement aux fans, d'autres simplement à un grand public adulte. Bref, il y en a potentiellement pour tous les goûts, parce que je pense, il faut le dire, la stratégie de Disney, elle est un peu particulière avec Star Wars. Et pour cause, je le rappelais, la trilogie Disney a été globalement assez mal reçue, et surtout elle s'est terminée de l'avis de beaucoup, en tout cas aujourd'hui, en eau de boudin. Néanmoins, le studio n'est pas idiot. Il sait qu'il a, avec Star Wars, une franchise gigantesque, peut-être même encore bien plus puissante que Marvel, et ce à mon sens pour deux raisons. Tout d'abord, Marvel, même si Marvel a un succès démentiel au cinéma, vous l'avez sans doute tous vu autour de vous, il y a des gens qui kifferont jamais Marvel. Il y a des gens qui n'auront jamais spécialement envie d'aller voir du cinéma de super-héros. En revanche, Star Wars a un potentiel, je suis pas en train de vous dire qu'ils y arriveront, mais un potentiel, on va dire, pour réunir une assiette de public
beaucoup plus large, me semble-t-il. Et ils en sont bien conscients. D'ailleurs, preuve qu'ils peuvent y parvenir, ils savent évidemment que la communauté des fans de Star Wars est tellement multiple qu'elle a déjà pu par le passé encaisser, on va dire, la réception désastreuse d'une trilogie. Certes, aujourd'hui, beaucoup de spectateurs ont réhabilité la prélogie, et c'est bien leur droit. On peut aimer la pizza à l'ananas, ou sucer les pieds des morts, ou la prélogie. C'est normal, tous les dégoûts sont dans la nature. Ce que je veux dire, c'est que la communauté des fans de Star Wars, aujourd'hui, c'est plus un truc qui fait débat. Et donc, elle est tout à fait capable de digérer le fait que 3 films abominables de plus soient sortis, parce que cet univers, parce que ce qu'il charrie symboliquement, de mémoire de cinéphile, de plaisir de transmission, parce qu'aujourd'hui, je pense une grande proportion, sinon la majorité des fans, n'ont pas découvert les Star Wars au cinéma. Ce sont leurs parents, leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leurs amis, leurs potes, que sais-je, qui leur ont fait découvrir quand ils étaient gamins, et eux-mêmes sont en âge, ou bientôt en âge, de le faire découvrir à leurs gosses, leurs descendants, leurs animaux domestiques, ou les personnes qu'ils enferment dans leur cave. Et donc, par définition, tout simplement, Disney sait qu'ils peuvent rattraper le coup. Comment est-ce qu'ils peuvent rattraper le coup? Aujourd'hui, on va dire, en étant à la fois dans le renouveau et la sécurité. Je pense que c'est à la fois fait pour, on va dire, assurer les fondations de la maison, rassurer les fans, les faire se coaguler ensemble, voilà, mettre tout le monde de bonne humeur si je puis dire, et quand vont commencer à arriver des séries qui, en tout cas, se veulent et se présentent comme un peu plus novatrices et ambitieuses, je pense à The Acolyte, mais également tous ces longs métrages qui vont à un moment débarquer, dont on ne sait pour le moment à peu près rien, eh bien, si j'ose dire, l'ordre aura été fait dans la maison Star Wars, on aura rangé les écuries d'Augias de la dernière trilogie, et là, les fans seront prêts à déferler sur le monde, et nous autres journalistes web et soutiers de la news internet, nous serons prêts à nous arracher les yeux de désespoir. Bref, je ne vais pas détailler toutes les annonces qui ont eu lieu pendant ces quelques jours, parce que vous n'avez pas eu besoin de moi pour les découvrir, pour les lire, pour voir les bandes annonces, et vous n'avez pas besoin de mon opinion pour savoir quoi en penser, pas plus que vous n'avez besoin de moi pour savoir que mon opinion, elle est toute pétée. En revanche, moi j'avais envie de partager avec vous une réflexion, c'est-à-dire que si on suivait uniquement les réseaux sociaux, qui ont été le canal privilégié de communication de Disney pendant ces jours-ci, on pouvait avoir l'impression qu'on ne parlait pas du tout de cinéma. Bien sûr, si ici et là était partagé un poster avec une petite mention genre ouais ça ira au ciné, machin, mais voilà, on avait vraiment le sentiment que la focale maximum c'était Disney+. À raison. Néanmoins, si on commençait à regarder un petit peu les papiers, les articles de médias, notamment américains, qui étaient présents sur place, on se rendait compte qu'il y avait eu pas mal d'annonces et d'extraits ou de bandes-annonces qui ont été dévoilées de films exclusivement pensés pour le cinéma, mais qui n'ont pas été partagés par le studio sur les internets. Alors pourquoi Disney, à un moment où toute l'attention médiatique et j'ai envie de dire réseau socialesque, ce qui est un très beau néologisme, était focalisée sur le studio, pourquoi le studio ne s'en est pas emparé pour promouvoir ses films? Eh bien peut-être justement parce qu'il est temps pour lui à nouveau de réinvestir le cinéma. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais regardez plutôt. Il y a eu pas mal d'annonces, et mine de rien, des annonces soit symboliquement, soit concrètement, économiquement, industriellement, assez importantes. Ce bon Indiana Jones, on a eu Harrison Ford qui est venu sur scène pour parler un petit peu du film, pour annoncer que ce serait son dernier épisode d'Indiana Jones, quelle énorme surprise, mais c'était mine de rien un truc dont on pourrait se dire que ça devrait être diffusé comme ça sur les réseaux sociaux de Disney. Eh bien non, on en a vu des images que parce que des gens présents ont filmé, ou parce que des médias sur place ont décidé d'écrire un petit peu des commentaires de cette situation. Pareil, Disney qui avait annoncé depuis des mois, sinon des années, que le 4e Avatar ne serait mis en chantier que si le 2 et le 3 étaient des succès colossaux, a confirmé que le 4e Avatar finalement était déjà en tournage. Des mois donc avant la sortie de Avatar The Way of the Water qui arrivera en décembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que pour Disney, il est désormais devenu évident que le cinéma allait, au moins pour un temps, rester primordial. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, Disney a pu constater que, même si les salles se cassent la figure et sont nombreuses à mordre la poussière, encore bien plus aux États-Unis qu'en Europe ou en France, eh bien tout simplement, le studio était encore capable, avec ses propres blockbusters maison, de réunir énormément de monde et de créer une puissante événementialisation. Ils l'ont constaté avec leur dernier Spider-Man, ils l'ont constaté avec Doctor Strange and the Multiverse of Machin, et également avec Thor. Mais plus encore, ils ont pu assister au phénomène, au raz-de-marée Top Gun Maverick. D'ailleurs, je vous recommande la vidéo consacrée à Tom Cruise que vient de nous faire Geoffrey parce qu'elle est canon, mais regardez aussi la critique du film qui n'était pas moins bien. Et donc, ce que je veux dire, c'est que avec ce succès d'un film qui a été pensé par et pour le cinéma, qui a été un de ceux qui a résisté, qui a fait de la rétention le plus longtemps pour ne pas être sacrifié au moment où, pendant et juste après la crise sanitaire, tout le monde sortait dans un embouteillage délirant, le film s'était réservé pour arriver sur le grand écran en faisant « Tadam !» et vraiment comme ça.
Résultat, un raz-de-marée, un phénomène qui a même outrepassé et écrasé les derniers excellents scores de Disney sur grand écran. Donc évidemment, le studio voit ça et ne peut pas se passer de ce type de mise en lumière, de mise en avant et surtout d'excitation du public faisant du bouche à oreille, partageant son plaisir, partageant des photos de lui au cinéma, que sais-je, etc. Bref, ça a forcément tapé dans l'œil de Disney. N'oublions pas non plus que l'écrasante majorité des programmes à venir sur Disney+ sont des déclinaisons d'œuvres de cinéma. Et par conséquent, Disney a aussi besoin de nourrir cette case-là, de continuer à avoir cette courroie de transmission. Songez donc que s'il existe une série Willow, c'est parce que vos parents, en bons adolescents irresponsables, ont copulé devant ce très mauvais film pour ne pas mourir d'ennui. Que c'est beau la vie. L'image de Disney depuis les origines du studio est basée sur une certaine idée du prestige et de l'excellence. Et tout simplement, quand vous êtes un giga studio qui a une histoire aussi lourde, mais qui surtout économiquement dépend en partie, sinon en grande partie, de la confiance des investisseurs et donc aussi des porteurs d'actions, vous avez besoin de préserver cette image, votre image de marque. Par conséquent, Disney ne peut pas complètement abandonner sa production et laisser libre cours à des tétrachiers de kilotonnes de déchets radioactifs télévisuels qui nous rappellent que peut-être l'eugénisme n'est pas une mauvaise chose. En gros, Disney a besoin de Rolls-Royce du blockbuster pour continuer à être Disney. Peut-être l'avez-vous déjà vu, lu ou entendu ailleurs, ici on l'a dit fréquemment, depuis la crise sanitaire, les salles de cinéma sont extrêmement fragilisées, et aux États-Unis, bien plus qu'en Europe et en France. Et ça peut être intéressant pour un studio comme Disney parce que tout simplement, ces salles sont bien plus susceptibles d'avoir besoin de produits Disney pour survivre et pour exister, et en plus de ça, elles sont donc bien plus susceptibles d'accepter certains deals commerciaux, combien de temps de présence sur un écran minimum, présence ou pas de films concurrents dans la même salle, etc. etc. Et puis aussi des pourcentages de remontée de recettes, quoi. En gros, si tu veux un film Disney, tu devras avoir comme tu vas avoir beaucoup plus d'entrées que sur tes autres films, tu vas prendre une marge, toi, exploitant de salle, moindre. Bref, cette situation, quand bien même elle est loin d'être idéale, peut être intéressante en termes de prise de pouvoir sur le marché pour Disney. Enfin, les mésaventures, les déboires de Warner ces derniers mois ont beaucoup marqué l'industrie hollywoodienne et sans doute Disney qui a forcément observé de très près ce qui arrivait au studio. C'était un de ses concurrents les plus puissants, c'était une des majors les plus anciennes, les plus connues, au catalogue le plus gigantesque d'Hollywood avec une force de frappe démentiel, et néanmoins, alors on peut questionner les choix artistiques, mais je vous dirais, l'histoire du box-office nous montre que si c'était les choix artistiques qui guidaient les entrées en salle, ça se saurait, donc je mets ça de côté. Mais des choix comme celui de sortir simultanément pendant un temps ces films sur sa plateforme HBO Max et en salle, les tarifs d'HBO Max, la politique générale du groupe, s'est soldée par la nécessité de fusionner avec Discovery, laquelle a entraîné, on va dire, des coupes franches dans les budgets, des changements qui, de l'extérieur, peuvent sembler un peu apocalyptiques et pas nécessairement très rationnels, des changements de programme et de ligne éditoriale, et évidemment, Disney voit ça comme la route à ne pas suivre. Et donc évidemment, Disney va veiller à conserver un pied dans les salles, et je pense un pied assez fermement posé. C'est ce qu'expliquait il y a quelques jours Bob Iger dans les colonnes du Hollywood Reporter. Bob Iger qui fut le patron visionnaire de Disney pendant plus d'une décennie, qui a été récemment remplacé par Bob Chapek, mais en gros, dites-vous que c'est celui qui a amené Disney sur la route qui est désormais celle de Disney+, mais surtout sur la route des marques et de la franchisation. On en pense ce qu'on veut artistiquement, ça n'a pas moins été un génie industriel, et quelqu'un qui a compris ça avant les autres et mieux que les autres. Bref, Bob Iger lui-même disait qu'à son sens, il le sous-entendait plutôt, Warner était clairement dans une situation où le studio n'avait jamais eu une aussi mauvaise main à la table de poker. Et on comprenait en creux dans ses propos que pour lui, l'avenir du studio concurrent était extrêmement sombre. Donc bien sûr, attention, tout ce qu'on vous a dit là peut encore beaucoup changer parce que, on l'a vu d'ailleurs au cours de ces 24 derniers mois, la politique d'un studio comme Disney, en ce moment, c'est vraiment de l'empirique, c'est-à-dire en fonction des changements d'habitus du public, en fonction des changements au sein, on va dire, du tissu économique, l'entreprise est susceptible de réajuster, de changer de braquet très rapidement. Elle l'a déjà fait plusieurs fois. Néanmoins, alors que la situation se normalise dans pas mal d'endroits du monde, du moins le semble-t-il, tout semble indiquer que non, Disney ne va pas abandonner le cinéma, en tout cas pas tout de suite, parce que quand bien même la simple existence d'une plateforme telle que Disney+ vise à terme, philosophiquement et économiquement, à se passer de la salle, pour l'instant, Disney n'en est pas capable. La salle demeure... la salle, je parle comme Emmanuel Macron, c'est horrible. La salle demeure... La salle... Ah, j'y arriverai plus jamais. L'endroit tout noir avec un grand écran demeure un haut lieu de transmission, de bouche à oreille, de partage, bref, j'ai déjà employé ce terme un peu barbare plusieurs fois au cours de cette vidéo, un lieu d'événementialisation, et ça, Disney, pour l'instant, n'a pas trouvé moyen de le court-circuiter. Bref, si cette vidéo vous a plu,
abonnez-vous si elle vous a déplu, abonnez vos meilleurs ennemis. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous à cette chaîne, mais surtout au site Écran Large. Je vais vous mettre un lien en description de cette vidéo, parce que si vous devenez, pour quelques euros par mois, membre premium de la communauté Écran Large, eh bien, en plus de nous aider à faire mieux notre travail, vous aurez la chance, l'honneur, de recevoir 4 articles exclusifs réservés aux abonnés par semaine qui reviennent sur des œuvres, sur des artistes qu'on adore, qu'on trouve mal aimés ou au contraire qu'on voudrait partager avec nos lecteurs. Tout récemment, on a travaillé sur Roger Rabbit, on a travaillé sur la première adaptation du Seigneur des Anneaux, non pas celle à laquelle vous pensez, bref, sur des œuvres qui nous marquent et qui, on l'espère, vous marqueront à leur tour. Voilà, je vous embrasse, je pense bien à vous et miquez-vous.